j'invite M. Redouane Mansour pour nous parler alors de nos propres lycéennes d'investigation de la pollution côtière, biosurveillance et solutions techniques. M. Redouane Mansour est maître de conférence à l'ISAC de Madia. Il a reçu le prix de la francophonie pour réussir. C'est un expert sectoriel au ministère de l'Enseignement supérieur. Il est également expert de l'environnement au Moyen-Orient. Alors je l'invite pour nous donner cette conférence, après quoi on donne la parole à l'assistance pour la discussion. C'est à vous la parole. Merci. Je tiens également à remercier les membres de l'association des femmes de la Chipa de m'avoir invité aujourd'hui pour donner cette conférence. Donc, je suis actuellement maître de conférence à l'ISAC Nadia et je fais partie d'un laboratoire de biotechnologie et valorisation des biogéoressources au biotechnologie Sidi-Tabet, où je dirige un plateau de recherche sur les micropolluants et les biorémédiations. Donc, cette équipe de recherche, en fait, qui est formée et composée de plusieurs enseignants-chercheurs, des étudiants en thèse de doctorat, des étudiants en master de recherche, des techniciens, et dont la mission principale, c'est l'étude de la qualité de l'eau, et le diagnostic de la pollution de l'eau, entre autres les zones côtières de la mer. Et pourquoi on s'est intéressé à l'eau? Parce que cette ressource de l'eau qui souffre de plusieurs problèmes. L'eau, cette don de la nature dont l'homme use, souvent abuse, n'est pas une ressource illimitée, comme nous avons implicitement admis depuis longtemps. Et donc, quand j'ai dit que l'eau souffre de plusieurs problèmes, notamment une distribution qui est très inégale entre les pays, et une surexploitation essentiellement à des fins industrielles, et cette matière de l'eau, elle est aussi bien une source de la vie, mais c'est la première cause également des maladies. Donc une distribution très inégale entre les pays, et en fait 9 pays du monde qui gouvernent plus de 60% des réserves en eau. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui veut gouverner le monde, et doit gouverner les ressources en eau. Ces 9 pays sont la Brésil, qui est la 6e puissance mondiale, la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine, et ce sont les pays le plus développés. Dans le monde arabe, donc 9 pays qui se partagent 60%, alors que tous les pays du monde arabe ne gouvernent que 7% de ressources en eau. 2% des eaux pluviales qui tombent sur le monde arabe parmi tous les pays du monde, alors qu'ils partagent moins de 1% des eaux qui sont circulantes, c'est-à-dire des rivières ou des ouettes, avec le Nil par exemple, et 60% de ces eaux qui sont circulantes sont transfrontalières, c'est-à-dire qu'ils viennent des autres pays pour le monde arabe. En 2012, la disponibilité de l'eau dans le monde arabe est inférieure à 500 mètres cubes par habitant et par an. J'attire votre attention que la moyenne de la disponibilité de l'eau est de l'ordre de 1000 mètres cubes par habitant et par an. Alors que 500 mètres cubes par habitant et par an, on est dans le stress hydrique. Et par conséquence, tous les pays arabes sont dans un stress hydrique, où la disponibilité est inférieure à 500. En 2050, des études qui ont été faites, qui sont projetées pour les 2050, cette disponibilité de l'eau va être réduite au moitié, c'est-à-dire inférieure à 250 mètres cubes par habitant et par an. Alors qu'elle a été de l'ordre de 2000 mètres cubes par habitant et par an depuis 1960. Quelle est la situation en Tunisie? On est où en Tunisie? La disponibilité de l'eau en Tunisie, elle est à 476 mètres cubes par habitant et par an. Et donc, la Tunisie, elle existe déjà dans un stress hydrique. Les réserves en eau, à peu près, sont de l'ordre de 5 000 milliards de mètres cubes. Même en Tunisie elle-même, il y a une répartition, une distribution qui est très inégale. Uniquement 12% de ces réserves en eau, qui sont les eaux superficielles et les eaux souterraines, se trouvent dans la zone de Sahel, la ressource
monastique immédiat et ne partage que 12% des réserves des eaux qui se trouvent en Tunisie. Alors que pratiquement la majorité des industries consommatrices de l'eau se trouvent dans cette zone de Sahel, essentiellement les industries d'ennoblissement, les industries textiles, qui utilisent à peu près 200 litres d'eau pour la teinture d'un seul kilogramme de tissu. Et donc, à peu près la production annuelle des eaux usées issues des industries d'ennoblissement sont de l'ordre de 100 millions de mètres cubes annuels, qui est la moitié qu'on retrouve en France. Selon la Fédération française d'ennoblissement textile, ce secteur textile, ce secteur d'ennoblissement, il ne produit que 100 millions de mètres cubes chaque année. Si je fais la comparaison de la disponibilité de l'eau entre la Tunisie et d'autres pays, comme vous voyez par exemple la disponibilité de l'eau en France est de l'ordre de 4300 mètres cubes par habitant par an, la Turquie 29 500, le Maroc, pratiquement c'est le seul pays arabe qui n'est pas dans un statistique, et malgré ça, on n'atteint pas même la moyenne. La moyenne elle est de l'ordre de 2000. La Tunisie elle est à 460-470 mètres cubes par habitant et par an. Et donc, la Tunisie, elle souffre déjà d'une ressource limitée en eau. Il y a donc plusieurs problèmes, même à l'échelle mondiale, de ces ressources en eau. On a dit qu'il y a une distribution qui est très inégale, mais il y a également une consommation importante de l'eau. À peu près, c'est de l'ordre de 10 000 milliards de mètres cubes. Entre la consommation mondiale, en une année, c'est 10 000 milliards de mètres cubes, alors que les réserves totales en eau en Tunisie, superficielle et souterraine, 5 000. C'est-à-dire, si la population mondiale se rassemble en Tunisie, donc ils vont flinguer les ressources en eau en 6 mois uniquement. Donc 32% de ces 10 000 milliards de mètres cubes sont utilisés par les industries. Après utilisation, 60% de ces eaux sont acheminées vers les stations d'épuration pour le traitement, alors que 40% sont rejetées directement dans l'environnement, et cela selon l'Organisation mondiale de la santé. 20% des eaux de surface en Europe sont gravement menacées par l'eau. Alors qu'il y a des études qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé en 1997 et qui a été confirmée et affirmée en 2007, elle a montré que 80% des maladies qui affectent la population mondiale, ils sont véhiculés par l'eau. Et donc l'eau, cette source de la vie, c'est la première cause des maladies. 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. 2,4 milliards d'habitants survivent avec moins de 5 litres par jour. Alors que 3 millions de personnes, et plus particulièrement les enfants, meurent chaque année, ce n'est pas à cause de manque d'eau, mais c'est à cause des eaux qui sont insalubres ou des eaux qui sont polluées. Donc si on dit des eaux qui sont utilisées par l'industrie ou par une utilisation humaine urbaine, après, lorsqu'ils sont déchargés par la suite, on les appelle des eaux usées. Et donc les eaux usées, qu'on appelle les eaux utilisées également, on peut les répartir en deux grandes classes. Il y a les eaux usées résiduaires urbaines, c'est-à-dire ce sont les eaux usées ménagères, de cuisine, des toilettes, etc. Mais également des eaux de ruissellement. Et j'attire votre attention que les eaux de ruissellement, les eaux circulantes, les eaux pluviales généralement, ils sont responsables, selon une étude qui a été faite en France, de 50% de la pollution des eaux côtières. Donc 50% de la pollution des eaux côtières, elle provient des eaux de ruissellement. Et les autres 50%, elles proviennent des eaux ménagères et des eaux industrielles. Et donc la deuxième classe, ce sont les eaux résiduaires industrielles. Donc en fait, il y a des normes, même des normes européennes, mais également des normes tunisiennes, pour la décharge de ces eaux après utilisation, que ce soit utilisation urbaine ou utilisation industrielle. Donc si on veut rejeter ces eaux, ils doivent obéir à ces normes, notamment les paramètres physico-chimiques qui sont la DCO, demande chimique en oxygène, la demande biochimique en oxygène, l'azote, le phosphate, etc. Donc si par exemple
la demande chimique en oxygène de l'eau après utilisation elle est inférieure à 90 mg par litre, on peut le rejeter dans la mer. Si elle est supérieure à 90 mg par litre et inférieure à 1000, elle doit être acheminée vers des stations d'épuration. Alors que si elle est supérieure à 1000, elle doit subir des pré-traitements au niveau de l'industrie elle-même, puis acheminée vers des stations d'épuration. Donc en fait, ces normes et les normes tunisiennes, ils se basent sur ces paramètres physico-chimiques qui sont la DCO, la DBO, etc. Donc d'une façon générale, le fonctionnement d'une station d'épuration, comme elle a parlé tout à l'heure Mme Bahrouf, qu'on peut les répartir en 4 étapes principales. Il y aura tout d'abord un pré-traitement, c'est-à-dire l'élimination par exemple des gros débris, l'élimination ou dégrillage, qu'on appelle dégrillage, ou par exemple le dégraissage. Le dégraissage, c'est l'élimination de la matière lipide, par exemple des huiles, etc., par raclage, ce qu'on appelle la flottation. Et après le traitement primaire, donc pré-traitement, et après le traitement primaire, c'est par clarification ou ce qu'on appelle par décontation. Et des décontations dans des décompteurs où la matière qui est en suspension, donc elle va se sédimenter en fonction de son poids moléculaire. Puis elle va passer directement dans un bassin d'aération ou de brassage d'aération, c'est ce qu'on appelle le traitement secondaire. Par la suite et après le traitement secondaire, ils vont passer dans un clarificateur de nouveau, un décanteur. Et là, donc, toujours au niveau du traitement secondaire, donc le bout ici, ils seront régénérés de nouveau pour un nouveau cycle de traitement, alors que l'eau clarifiée va passer. Et là, ils vont passer normalement pour un traitement tertiaire, mais en Tunisie, on n'a pas encore le traitement tertiaire, et donc ils peuvent contenir même des micro-organismes qui peuvent être pathogènes. Mais on se pose la question, en Tunisie, nous avons à peu près 125 stations d'épuration en 2011. Et donc nous sommes classés le premier pays dans le monde arabe et dans l'Afrique, de point de vue nombre de stations d'épuration. Et donc on pose la question, c'est quoi alors le problème? Pourquoi il y a une contamination importante ou une pollution importante au sein de nos côtes, puisque nous avons un nombre suffisant de stations d'épuration. Donc en fait, s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait même de la recherche, ils ont remarqué qu'il y a une augmentation du nombre des maladies. Et si on fait le lien avec l'Organisation mondiale de la santé, qui voit 80% des maladies sont véhiculées par l'eau, donc il y a une relation entre l'apparition de ces maladies, et en plus particulièrement le cancer, et cette pollution de l'eau. Et s'il y a la pollution de l'eau, donc qu'est-ce qui peut contenir cette eau? Donc on doit faire un diagnostic, on doit faire des analyses chimiques pour connaître quelles sont les molécules qui peuvent contaminer ces eaux et pourquoi elles n'ont pas été éliminées par les stations d'épuration ou par le traitement conventionnel. Et donc si on va trouver des polluants à la sortie de ces industries. Donc là, on pose la question, est-ce que ces stations d'épuration sont efficaces ou non? Et s'ils ne sont pas efficaces, notre mission, c'est de développer des procédés alternatifs, notamment par l'utilisation des modèles ou des nouveaux modèles biologiques. Donc, comme vous voyez ici, ce sont des photos qui ont été prises directement. Par exemple, ici, c'est Oued Hamdoun, qui est à côté d'une industrie d'énoblissement qui est très connue, mais à côté de Stèle également, qui décharge une quantité très importante des eaux et des eaux chaudes. Vous savez très bien que la chaleur et la température, selon la classification de la pollution des eaux par le ministère de l'Environnement des États-Unis, où il y a 6 classes, la première classe, c'est la température. Et donc, qui va favoriser par la suite l'eutrophisation, etc. Donc ici, vous voyez les cercles qui sont rouges, des gens qui sont en train de pêcher et même de se baigner directement à la sortie de ces types de rejets. En même temps, donc, il y a ici, ce qui est en bas, c'est la rivière de Serre, dans la région de la Manouba, qui est à la sortie d'une industrie pharmaceutique. Donc, notre mission, c'est
quoi? C'est tout d'abord de réaliser un diagnostic général, de connaître les différents types de polluants qui existent dans l'eau d'une façon générale, que ce soit dans les stations d'épuration ou dans des côtes, etc. Et après, c'est de déterminer cette pollution qui peut être soit chimique, soit biologique, autrement microbiologique, de développer des procédés qui peuvent être efficaces pour l'élimination de ces polluants et réaliser une étude toxicologique de pointe en utilisant la toxicologie moléculaire et pourquoi pas développer ce qu'on appelle la biosurveillance ou l'utilisation des modèles biologiques pour surveiller la qualité de notre environnement ou notre ressource en eau. Donc en fait, je vais juste me focaliser sur des dernières études où nous avons réalisé des analyses au niveau à l'entrée et à la sortie des stations d'épuration, en hiver et en été, à la sortie des industries, que ce soit des industries pharmaceutiques ou des industries textiles, dans certaines zones côtières, avec la Monastir, Tunis, Sousse, Bizerte, etc., dans certaines rivières de Khnis, Oued Hamdou, la rivière de Sèvres, etc. Et donc, nous avons effectué donc, des échantillonnages, des échantillons à partir de ces différents sites, et après, nous avons déterminé les paramètres physico-chimiques et les paramètres qui sont les plus utilisés par l'ONAS, donc pour dire oui ou non à la présence d'une charge polluante. Et donc ces paramètres sont la DCO, le monde chimique en oxygène, le monde biochimique en oxygène, matière en suspension, matière sèche, conductivité, turbidité, etc. Et donc en fait, ces types de paramètres, ils peuvent nous renseigner d'une part à la présence ou à l'absence d'une charge polluante dans l'eau, mais deuxièmement, ils peuvent nous renseigner sur le système d'opération qu'on peut l'utiliser par la suite. Par exemple, si le rapport entre la DCO et la DBO elle est inférieure, par exemple, à 1,5, on peut utiliser un traitement biologique. Alors que si elle est supérieure à 3, on doit utiliser un traitement physico-chimique et après passer au traitement biologique. Mais l'inconvénient majeur de ces paramètres, qui ne donnent pas une idée précise sur le type de contaminant, sur la toxicité induite par la suite. Je prends un exemple. Si je prends un café, par exemple, et je vais mesurer la DCO ou la DBO, elle va être très élevée. Mais est-ce qu'elle est toxique ou pas toxique? Donc ces paramètres, juste, ils vont donner une idée sur la charge polluante qui existe et sur le système d'opération qu'on pourrait utiliser par la suite. Et là, nous avons, et c'est attendu quand même, de trouver des valeurs qui sont très élevées au niveau de ces paramètres physico-chimiques. Et déjà, ça confirme l'étude qui a été faite par l'Agence de protection et d'aménagement littoral, essentiellement au niveau de la baie de Monastir. Donc, par rapport, si je fais la comparaison par rapport aux autres sites qui ont été analysés. Et comme j'ai dit, que ces techniques restent superficielles et très générales. Et donc, pour connaître maintenant les différentes, une fois qu'on est sûr qu'il y a une charge polluante au niveau de ces sites, donc on va passer à des techniques plus sophistiquées, à des techniques qui sont plus approfondies, en utilisant des appareillages plus sophistiqués pour déterminer les différents types de polluants. Et donc, en collaboration avec le laboratoire des résidus pharmaceutiques de Bruxelles, nous avons utilisé donc plusieurs techniques, mais également avec des laboratoires en Tunisie, tels que le HPLC, le GCMS, chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, la chromatographie liquide MSMS, LCMSMS, également pour la détection essentiellement des hydrocarbures d'une façon générale, mais pour la détection des métaux lourds, nous avons utilisé des techniques de l'ICP-AES et de l'absorption atomique. Et là, dans les différents sites, nous avons détecté, par exemple, dans les stations, les trois premières qui sont en jaune, ce sont les stations d'épuration, à l'entrée et à la sortie, en été et en hiver, nous avons détecté plusieurs types de polluants, notamment des résidus pharmaceutiques. Et si je dis résidus pharmaceutiques, c'est d'une façon générale qui peut contenir des bêta-plactons, des hormones de croissance, des antibiotiques, etc. Mais dans les industries et dans certaines rivières, essentiellement Oued Hamdou et Khnis. Je donne juste quelques informations sur les molécules. Les pesticides, essentiellement le chlore et le glyphosate, et par la suite c'est Hassan Béchir qui va parler des pesticides.
des colorants tels que le cristal violet, le vert de malachite, l'indigo, etc. Madame Bachouf travaille beaucoup sur ce type des colorants. Des résidus pharmaceutiques, des bêta-bloquants, des hormones de croissance, etc. Les métaux lourds également, nous avons détecté. Donc, certains sites essentiellement à risque de cuivre, de zinc, de cadmium, de plomb, etc. Mais ce qui nous a attiré l'attention, c'est la présence des antibiotiques. Parce que ce sont des nouvelles molécules détectées d'une part, et d'autre part parce que les antibiotiques ils peuvent avoir un double problème, un double impact, aussi bien sur l'environnement que sur la santé humaine. Et du point de vue quantité, on ne peut pas comparer les antibiotiques par rapport aux colorants, par exemple, textiles. La quantité détectée en colorant est beaucoup plus importante que celle des antibiotiques. Donc j'ai dit que la technique qui a été utilisée pour la détection de ces antibiotiques, tout d'abord on passe par une extraction à l'aide de la technique de la SPE, donc extraction en phase solide, en utilisant des cartouches qui sont très spécifiques, évaporation de l'azote par la suite et analyse par LC-MS dans un laboratoire qui est spécialisé dans la détection de ces types de résidus. Et là, nous avons détecté plusieurs familles, notamment les familles de sulfamide, etc. Mais il reste la famille du sulfaguanidine, elle est majoritaire. Juste, je vous présente quelques spectres des antibiotiques majoritaires, et surtout des antibiotiques normalement qu'on ne peut pas les trouver dans les endroits aériens. Par exemple, le chloramphénicol a été détecté, le damson également, l'acide sulfaminique, amonastir, le chloramphénicol également a été détecté, mais à quantité moindre que celle de Velde. Le chlorphénicol également a été détecté, donc c'est juste quelques spectres de LC-MS montrant et prouvant la présence de ces types de molécules. Comme j'ai dit que la présence des antibiotiques, ils ont une double conséquence. Aussi bien un impact sur l'environnement et la santé humaine, la présence au niveau des corps, on ne va pas trouver uniquement des antibiotiques, mais on va trouver des résidus pharmaceutiques de façon générale, des métaux lourds, des hydrocarbures, des colorants, des pesticides. Et donc il y a un effet synergique entre tous ces polluants pour pouvoir un effet ou pour provoquer un effet sur la biodiversité d'une façon générale au niveau de la mer, mais également une toxicité induite chez l'homme s'il va se mettre en contact avec ces types de polluants. Et également l'effet de l'antibiotique, c'est le développement ou l'apparition des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et donc, elles-mêmes, les bactéries résistantes aux antibiotiques, ils peuvent avoir un effet sur cet environnement et la santé humaine. Il y a 4 fois de la résistance des antibiotiques, des bactéries aux antibiotiques. Premièrement, la modification du site de fixation de l'antibiotique au niveau de la membrane cellulaire. La réduction de la perméabilité, c'est-à-dire elle ne va pas laisser l'antibiotique franchir la membrane cellulaire. Le flux de l'antibiotique à l'extérieur de la cellule. Et quatrièmement, synthèse d'une enzyme capable de dégrader l'antibiotique. Cette 4e voie, elle nous intéresse plus particulièrement. Pourquoi? Parce que s'il y a un site qui contient des métaux lourds, des hydrocarbures, etc., il contient des antibiotiques. Et là, on peut détecter des micro-organismes qui résistent à ces antibiotiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser ces polluants comme source de carbone. Donc, ils sont capables de les dégrader. Et s'ils sont capables de les dégrader, on peut valoriser ces bactéries dans l'opération à l'origine pour éviter la décharge de ces molécules, mais à condition que ces bactéries ne soient pas pathogènes. Et c'est ça que nous avons fait. Donc, nous avons utilisé ce qu'on appelle la technologie de microbienne, d'écologie microbienne moléculaire. Cette technologie va nous donner une vue d'ensemble sur toute la microflore qui existe au niveau des échantillons qu'on est en train de prélever. Et on va isoler et sélectionner des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes pour que par la suite on l'utilise pour le traitement. Et là, nous avons détecté plusieurs bactéries, essentiellement de genre pseudomonas. Donc, au niveau de ces pollués, la première étape, on va faire l'échantillonnage, puis on va passer à la technique de la DGGE, gel en gradient dilatant, qui va nous donner une vue d'ensemble sur tous les micro-organismes qui peuvent exister. Et par la suite, donc, on va faire un isolement donc, des colonies et on va essayer de caractériser ces types de micro-organismes ou des bactéries. Tout d'abord, une caractérisation morphologique à travers, comme vous voyez ici, la forme
et la couleur, puis une caractérisation biochimique telle que les tests de catalase, les tests d'oxydase, etc. Puis on va passer à l'extraction de l'ADN génomique et l'amplification de la région d'ADN 16S, ribosomal 16S, puis une électrophorèse. Et finalement, on finit par un séquençage de l'ADN qui peut nous donner une idée plus spécifique sur les différentes bactéries qui peuvent exister. Et donc, je vous donne quelques bactéries qui ont été détectées. Donc, quand vous voyez tout ce qui est en noir, ce sont des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, mais ils sont pathogènes. Donc, j'ai mis en rouge des bactéries qui sont anaérobies, qui sont résistantes aux antibiotiques, capables de les dégrader et également de dégrader les autres hydrocarbures, mais ils ne sont pas pathogènes. Et donc, nous avons isolé ces types de micro-organismes et l'acclimater. L'acclimater, c'est-à-dire, on va isoler une colonie et on va le faire en ce qu'on appelle scientifiquement l'enrichissement de ces bactéries. C'est-à-dire comme si on demande par exemple à quelqu'un de soulever 100 kg. Donc au début, il est incapable, il n'a pas la force pour la soulever. Mais s'il commence à s'entraîner, au bout d'un certain moment, il est capable de le soulever. C'est la même chose pratiquement. Donc on va cultiver ces bactéries et à chaque fois on augmente le pourcentage de polluants dans le milieu de culture. Donc les bactéries vont s'adapter, elles vont développer des enzymes, synthétiser des enzymes capables de dégrader ces molécules, et au moment où ils sont costauds, ils sont prêts, à ce moment-là, on va les transférer directement sur des étudiants à la sortie des industries ou dans une station qui est implantée à la sortie de ces industries pour l'épuration des eaux qui sont polluées. Je montre quelques exemples. Par exemple, ici, c'est une menace antidote qui est capable de décolorer complètement des molécules ou des colorants qui sont utilisés dans l'industrie textile. Acide violacétique, acide Jean 17, acide orange 52, ce sont des colorants textiles. Ici, un autre exemple, ce qui est à gauche, c'est un rejet textile issu d'une industrie qui est localisée à Ouahjab. Ce qui est au milieu ici, c'est le traitement utilisé par l'industrie par coagulation-flocculation, et pratiquement, quand vous voyez que le traitement n'est pas très efficace. Donc même la coloration a été gardée. Regardez lorsque nous avons fait le traitement par la méthode biologique par les bactéries qui ont été isolées à partir des sites contaminés, pratiquement nous avons une décoloration totale. La même chose ici, c'est des rejets qui sont issus d'une industrie textile d'inoblissement localisée dans la zone de Sousse. Donc, à peu près, cette décoloration totale qui est en haut dans des alimentaires 24 heures, mais en collaboration avec le laboratoire des aliments bioprocédés et toxicologie de l'environnement de l'Université de Caen, Basse-Normandie, nous avons pu raccourcir et réduire cette durée de 24 heures vers 8 heures. Donc, on gagne 16 heures par jour grâce à l'utilisation de bioréacteurs convenablement instrumentés qui va offrir des conditions de culture qui sont optimales. Également, regardez ici, c'est un effluent qui est à gauche, issu d'une industrie spécialisée dans la fabrication des antibiotiques. Et donc, ce qui est à droite, c'est après traitement, puisque les rejets pharmaceutiques ne sont pas colorés. Mais ce que vous voyez à droite, c'est la turbidité. Autrement, la bactérie, elle est capable de pousser. Si elle est capable de pousser, elle a besoin de l'énergie. Et donc, elle va dégrader ces antibiotiques pour pouvoir se multiplier. Donc, elle est capable de les traiter. Donc, après, il y a les analyses physico-chimiques, on le refait avant et après traitement pour s'assurer de la capacité, de l'efficacité de notre procédé. Et donc, il y a une réduction importante de la VCO, de la coloration, de la DBO, de la matière en suspension, etc. Ici, c'est un autre client qui est issu d'une industrie d'inoblissement salarial. Et comme vous voyez, il passe par une phase intermédiaire, ce qu'on appelle la formation de petites graines, qui sont en noir, et ce qu'on appelle les SAP, Solid Microbial Project, oui, et une décoloration totale. Et nous avons comparé ce traitement biologique par rapport à un traitement physique et physico-chimique en collaboration avec l'école des métiers de l'environnement de Rennes, par coagulation, floculation, en utilisant ce qu'on appelle un JAR test. C'est un coagulateur ici. Juste, j'attire votre attention que la pollution, elle existe sous trois formes dans l'eau. Soit des polluants qui ne sont pas solides dans l'eau,
soit qu'ils sont solubles, soit qu'ils sont ni solubles ni insolubles, ce qu'on appelle la matière colloïdale. Et cette matière colloïdale, elle est formée par des ions qui sont chargés négativement et qui commencent à se reposer, puisque nous avons la même charge, et donc ils n'ont pas un poids moléculaire suffisant pour se sédimenter. Et donc la coagulation-floculation, c'est l'utilisation de cations trivalents, la F3+, ou la Fe3+, pour neutraliser ces types de polluants, et après on utilise un floculant, c'est un type de polymère, pour l'encastrer, pour les piéger, augmenter le poids moléculaire, et qui vont se sédimenter comme vous voyez dans les déchets qui sont en bas. Donc ici c'est les clients, et après c'est traité par la coagulation-floculation. Mais cette technique de coagulation-floculation, elle n'affecte que la matière colloïdale. Donc tout ce qui est polluant solide ou pollution qui est solide dans l'eau, la coagulation-floculation n'est pas efficace. Également avec cette même équipe de recherche, nous avons utilisé l'électrocoagulation et puis par le groupe activé qui est issu d'une station d'épilation à Bruges en France, et nous avons remarqué que la bactérie ainsi que le groupe activé réduit d'une façon importante les paramètres physico-chimiques par rapport au traitement physique ou physico-chimique ou électrochimique. Mais jusqu'à maintenant, on travaille à des conditions laboratoires. Vous savez très bien que le passage du système laboratoire au système industriel n'est pas facile. Parfois, il y a des réactions, des expériences qui marchent très bien à l'échelle laboratoire, alors qu'à l'échelle industrielle, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut passer par ce qu'on appelle des systèmes semi-industriels. Et donc là, on a réussi à fabriquer un bioréacteur, comme vous voyez ici, qui, avec un volume de l'ordre de 50 litres. Puis, on va passer à 3 mètres cubes, 3 millilitres, avant de passer à l'échelle industrielle. Et donc, avec ce type de bioréacteur qu'on a fabriqué, on peut contrôler pratiquement la majorité des paramètres. La température, par exemple, vous voyez qu'il y a à droite, donc c'est un bain-marie, où il y a une pompe qui va éjecter l'eau dans une enceinte à double paroi. Donc, l'eau va circuler, puis il revient de nouveau au bain-marie. Et donc, on peut contrôler la température, l'agitation, l'oxygénation, le pH, etc. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ces paramètres physico-chimiques et qui sont très utilisés par la DCO, la DBO, la matière en suspension, ils ne reflètent pas la toxicité proprement dite de ces types de rejets dans l'eau. Et pour cela, on a eu recours à une nouvelle technologie, c'est la toxicologie moléculaire, comme une nouvelle technologie d'investigation d'impact des polluants sur la santé humaine. Autrement dit, on peut avoir un polluant X qui peut être non toxique. Mais lorsqu'elle est métabolisée par l'organisme, il devient toxique. Et donc c'est mieux parfois de rejeter des effluents ou des saisons usées sans les traiter plutôt que les traiter. Parce que parfois on traite les choses. Je peux vous donner plusieurs exemples, tels que l'acide orange 52. Lorsqu'elle est décolorée, elle devient plus toxique que la molécule d'origine. Et donc la toxicologie moléculaire, c'est une technologie qui peut rendre compte de la toxicité proprement dite et qui est beaucoup plus fiable que les paramètres physico-chimiques. D'une façon générale, un xénobiotique ou un polluant, si je prends l'exemple de polluant xénobiotique, biotique ça vient de biotope, et xéno c'est-à-dire exogène, donc c'est-à-dire une molécule qui vient de l'extérieur à l'intérieur de l'organisme comme biotope. Donc, si je dis un toxique ou des eaux usées qui peuvent être stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toxiques, soit qu'ils sont directement toxiques, comme par exemple des acides ou des bases, ou par exemple des solvants, lorsqu'ils sont en contact direct avec l'organisme, ils sont toxiques. Mais le plus dangereux et le plus grave, ce sont les molécules qui ne sont pas toxiques à l'origine, mais lorsqu'ils sont à l'intérieur de l'organisme, ils seront métabolisés par le foie, par des cellules hépatiques, et à ce moment-là, ils deviennent toxiques. Ils peuvent engendrer des effets au niveau de l'ADN, au niveau des lipides, au niveau des protéines, etc. Et donc, le métabolisme, c'est au niveau des cellules hépatiques, c'est-à-dire dans le foie, grâce à un complexe enzymatique qu'on appelle le CMX, complexe métabolisant les xénobiotiques. Et donc, là, c'est une remarque très importante. Les prokaryotes, les bactéries, ils ne possèdent pas, ils sont dépourvus de ces complexes, ils n'ont pas de foie, donc ils ne peuvent pas métaboliser ce type de toxiques. Et donc, comme tout le monde, ils ont remarqué qu'il y a une augmentation
le nombre de malades, même par le cancer, en Tunisie, et que le pourcentage de cette maladie a largement augmenté. Et avec une faible comparaison avec ce qui se passe, avec les études, par exemple, de l'Organisation mondiale de la santé, on peut faire le lien avec la contamination de l'environnement, et plus particulièrement la contamination de l'eau. Pour prouver cette hypothèse, on doit passer à 3 étapes. Le premier niveau, ce sont des tests prokaryotes. Le deuxième, ce sont des tests eucaryotes in vitro. Et le troisième, ce sont des tests eucaryotes in vivo, pour qu'à la fin, on peut dire si oui ou non, ces types de polluants peuvent être pro ou non. On ne peut pas dire cancérogènes directement, parce qu'on ne sait pas quel type de cancer qu'ils peuvent provoquer, mais on peut dire qu'ils sont pro-cancérogènes ou non. Donc le premier test à l'échelle eucaryote, c'est ce qu'on appelle SOS chromotest. Vous entendez par SOS, c'est-à-dire demander le secours. Donc c'est un test qui utilise une souche eucaryote Escherichia coli K12 génétiquement modifiée. C'est un test qui est utilisé à l'échelle internationale, essentiellement pour le développement des médicaments, et qui met en place, donc ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails de fonctionnement, des mécanismes de fonctionnement de ce test, mais le dosage de la bêta-galactosidase de ce test permet de rendre compte du niveau de la gynotoxicité au niveau de l'ADN des eaux usées. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas simuler, on ne peut pas extrapoler les résultats à l'homme. Puisque l'homme, donc il y a des fois, donc il est capable de métaboliser, alors que les prokaryotes, les Escherichia coli, il est incapable. Donc à ce moment-là, on va simuler, on va mimer ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, à l'extérieur, en utilisant ces souches prokaryotes génétiquement modifiées. Et là, on utilise des souris, on injecte des substances cancérogènes, on prélève le foie, on va le broyer et on va le rajouter au système prokaryote in vitro dans des tubes à essai. Donc, comme vous voyez ici, donc on peut le faire dans des tubes à essai et les résultats sont exploitables à l'homme. Donc, je vais vite. Donc, on peut calculer par la suite, donc, à travers des calculs, ce qu'on appelle un facteur d'indiction du système SOS. Si elle est compris entre 1 et 1,5 des substances où le polluant ne présente aucun danger chez l'homme, si elle est compris entre 1,5 et 2,5, elle est marginalement moyennement génotoxique, alors que si elle est supérieure à 2,5, elle est très génotoxique. Et selon Gouillardet de l'Institut Pasteur de Paris, qui a développé ce test, il dit que 90% des substances qui donnent un facteur d'induction supérieur à 2,5 sont cancérogènes chez l'homme. Un autre test également qui confirme, ou qui est très utilisé pour confirmer, c'est ce qu'on appelle le test Ames. Donc, il est développé par Manon et Ames, qui font partie de l'Université de Californie, une colonie de salmonella épidémium utilisée, elle coûte $1000. Donc ce sont des souches qui sont génétiquement modifiées et donc nous devrons garder ces modifications pour pouvoir par la suite extrapoler les résultats. Alors, donc les salmonella épidémium également ils présentent des modifications, mais la modification la plus importante, qui sont auxotrophes à l'histidine, qui sont histidinois, sont incapables de pousser sur un milieu du profil d'histidine. Donc si on va rajouter un polluant et il est capable de renverser cette mutation pour passer de l'histidine moins à l'histidine plus, ils vont pousser au niveau du milieu et donc on peut les compter et les dénombrer. Donc ça c'est ce qui concerne la toxicité ou les tests de toxicité à l'échelle prokaryote. Également, le deuxième niveau c'est des tests de toxicité à l'échelle eucaryote in vivo, et là on prend des eaux usées et on injecte par une injection intrapéritonéale chez des souris, puis après 24 heures, donc on va bloquer la division cellulaire, on va le bloquer en métaphase, on va extraire la moelle osseuse au niveau du fémur tibial et de réaliser des cariotypes. Et là, nous avons remarqué également qu'il y a formation de plusieurs aberrations, telles que des cassures, des lacunes, des anneaux, des fusions centriques, etc. Également, des tests eucaryotes in vitro, où nous avons utilisé l'étude de la cytotoxicité par le test impliqué sur des cellules cancéreuses humaines, notamment le A549, cancer du poumon, ACT15, cancer du côlon, MCF7, cancer du sang, U373, c'est le cancer du cerveau, en collaboration avec le laboratoire de pharmacologie des agents anticancéreux de l'Université de Bordeaux. Et là, nous avons remarqué que
il y a un effet cytotoxique qui est très très important, mais ce qui est en noir. Mais regardez, au niveau des histogrammes, ce qui est donc en trait, c'est le même effluent, mais après traitement par notre méthode biologique. Donc il y a une diminution de la toxicité. Mais la toxicité la plus remarquable, c'est au niveau des cellules cancéreuses nerveuses U373. Et donc pour comprendre comment et le mécanisme par lequel ces types de polluants qui existent dans l'eau ou dans certaines côtes qui peuvent avoir ces effets toxiques, nous avons réalisé le test de Comet. Vous entendez par Comet, on a là Comet tout le monde. Donc comme vous voyez ici, il y a une tête, il y a une queue. Donc on prend les cellules, on va les mettre sur des lames et on va mettre un gel qu'on appelle le gel laonitique, c'est un gel d'agarose. Donc les cellules, ils vont être fixées au niveau du gel. Oui, on va mettre les lames avec les gels où les cellules sont encastrées, où les cellules sont piégées dans un tampon de lisse. Et là, les cellules et le membrane cellulaire vont être éclatées. Et après, on va mettre dans une électrophorèse où la distance parcourue par l'ADN, elle est en rapport avec le nombre de cassures au niveau de l'ADN. Et donc, d'autant la longueur de la queue est importante, d'autant l'effet génotoxique est important, d'autant l'effet cancérogène elle est important. Certains types de rejets industriels, comme vous voyez ici, sont pharmaceutiques et qui provoquent 66% des effets très génotoxiques au niveau de l'ADN. Donc, je vais vite, là j'ai pris beaucoup de temps, mais on peut utiliser ce qu'on appelle au lieu. Par exemple, si nous avons des sites conceptions qui sont pollués, pour faire des analyses chimiques, par exemple par le CMS ou par le GCMS, ça prend énormément de temps. Donc, la technique la plus viable, c'est ce qu'on appelle la biosurveillance, ou l'utilisation également. Lorsqu'on fait des techniques de la CMS, on est obligé de passer par des cartouches d'extraction, de concentration, etc. Là, nous avons donc un modèle biologique qui peut filtrer, qui peut accumuler ces différents types de polluants. Donc, au lieu de faire parfois des échantillonnages, on prend des moules, des balles, on peut les mettre directement au niveau d'ici, et après, donc, on prélève ces moules et on est allé directement chercher les polluants dans ces moules, mais également l'impact de ces polluants sur les moules. Comme vous voyez ici, ce sont des types de méthylus et de lutapès qui sont exposés à des différents sites, donc que ce soit in situ ou in vitro, c'est-à-dire dans des bains, donc ce qu'on appelle le test 72 heures. Après, pour les méthylus, donc on va prélever les branchies à côté, les glandes digestives de l'autre côté, mais pour les lutapès, puisque ce sont des petits animaux, donc on peut pas on va prendre l'animal en entier. Après, ce qu'on va faire le test de Comet, et là, comme vous voyez, nous avons remarqué que la méthylus, par exemple, le genre méthylus, elle est beaucoup sensible aux résidus pharmaceutiques, et en particulier aux antibiotiques, que le lutapès. Donc, si on soupçonne dans un site bien déterminé maintenant la présence, par exemple, ou la contamination par des antibiotiques ou par des résidus pharmaceutiques, on peut mettre les méthylus et l'aller chercher essentiellement au niveau des branchies. Parce que même au niveau de la méthylus de l'animal lui-même, les branchies sont beaucoup plus sensibles que les glandes digestives. Alors que le lutapès c'est beaucoup moins sensible. C'est le cas contraire maintenant. Lorsque nous avons mis de lutapès dans la zone de Nice ou Nice, in situ, de lutapès, nous avons remarqué que le lutapès est très très sensible aux métaux lourds. Lorsqu'il y a une contamination par les métaux lourds, nous avons observé un effet génotoxique avec le test de Comet qui est très important. Donc ce n'est pas la peine de voir ça, c'est juste pour vous montrer ici, lorsque nous avons pour vous montrer que parfois ils pensent à la réutilisation des eaux d'usine, parfois ils l'utilisent directement même sans traitement. Lorsque nous avons pris des boîtes de pétri, nous avons mis des graines de blé, comme ici c'est un effluent textile, et nous l'avons irrigué avec de l'effluent textile, de rejet textile. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de bourgeonnement, il n'y a pas de germination, il n'y a pas d'illumination, il n'y a pas de germination. Après traitement, lorsque nous avons pris le même effluent, nous l'avons traité par nos bactéries ou notre méthode biologique et nous avons refait une expérience. Regardez la germination pratiquement atteint
90%, c'est le test qu'on appelle le test d'efficacité. Donc, juste je veux le dire les projets qui sont d'avenir, qui viennent juste de commencer, que j'ai donné 3 thèses de doctorat en collaboration avec le laboratoire en Espagne, le département de chimie physique de l'Université d'Almería d'Espagne, l'Université de la médecine préventive et de la santé publique de l'Université de Valencia, et le 3e thèse avec le laboratoire des résidus et des contaminants chimiques de l'Université de Bruxelles. Et ces thèses, elles portent essentiellement sur un diagnostic total des zones de cercle, des côtes, c'est-à-dire au niveau de la bande de Manolèche jusqu'à la source. Et donc, c'est tout d'abord un diagnostic de l'état actuel, qu'est-ce qu'il existe dans nos côtes, qu'est-ce qu'il existe, c'est-à-dire des contaminants chimiques et en même temps microbiologie des deux, au niveau de l'eau, au niveau des sédiments et au niveau des sols qui sont à côté. Pourquoi le sol? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les eaux de ruissellement sont responsables à près de 50% de la pollution de ces côtes. Et donc, on est en train de chercher les métaux lourds, les hydrocarbures, les pesticides, les résidus pharmaceutiques, ainsi que les micro-organismes. Et donc, les échantillons ont été effectués au niveau de la zone de Manolèche, la zone de Cheba, Sayada, Sint Madioun, Khnis, Monastir, Oued Hamdoun et Sousse. Toujours le problème majeur, notre problème majeur, c'est d'effectuer l'échantillonnage. Par exemple, si on veut faire un échantillonnage, par exemple, à une profondeur de 5 mètres ou de 10 mètres, on trouve des difficultés. C'est pourquoi, en collaboration avec le laboratoire du groupe sur les machines intelligentes et avec ces parties, de développer la conception ce qu'on appelle un robot sous-marin. Donc, ce robot sous-marin, elle est capable d'aller à une profondeur jusque de 30 mètres, elle est équipée d'une caméra et en même temps, elle peut prélever des échantillons, que ce soit des échantillons de l'eau ou des échantillons des sédiments, et par conséquent, donc, elle nous permet de surmonter ce problème d'échantillonnage. Également, juste pour attirer votre attention, et je termine, sur un projet qu'on vient de l'avoir sur la potabilisation de l'eau de Gaza, à peu près 1,4 million de personnes. Ce qui s'est passé à Gaza, c'est que lors du bombardement de Gaza, dans quelques années, Israël a bombardé les stations d'épuration. Et là, ce qui s'est passé cette fois, c'est qu'il y a une infiltration des eaux usées, c'est-à-dire des polluants à travers les différentes couches de la terre. Et maintenant, on trouve que l'eau potable, l'eau souterraine, l'eau du lac de Gaza, elle est pratiquement comme l'eau de glace dans notre cas. Il y a une quantité très très énorme des métaux lourds, de certains types de virus. Parfois on trouve des micro-organismes, mais généralement ils ne sont pas cultivables, mais c'est des eaux ne sont pas, on ne peut pas les consommer. Et donc nous avons eu ce projet qui est financé par la Banque islamique et qui est chapeauté par la restauration de l'organisation de Qatar, et où nous avons développé, donc ça va commencer à partir de fin de la semaine prochaine, où nous avons conçu un modèle qui se base en même temps sur une filtration sur des couches de sable et qui est à l'intérieur intercalée par des couches de charbon actif et en même temps un développement d'une barrière qui est biologique, une membrane biologique qui est à la surface et qui permet la potabilisation de ces eaux et qu'il devient donc qu'on peut le consommer. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Merci beaucoup, Cyril, pour cette très très importante présentation. Alors, vous avez donné donc une évaluation du degré de pollution de l'eau. L'eau représente notre vie et la vie de tous les animaux. Donc, un danger très très important. Aussi, vous avez donné les moyens et les techniques d'évaluation du degré de pollution de l'eau, ainsi que les techniques de traitement. Je vous remercie beaucoup pour cette très très importante intervention. Alors, on va donner la parole à l'assistance pour vous poser des questions.
C'est à vous la parole. Micro. Ma première question sera pour l'introduction des bactéries productrices d'enzymes capables de dégrader. Présentez-vous s'il vous plaît, mademoiselle. Je suis là. La première question, c'est concernant les bactéries. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Iman Salem, je suis doctorante au Centre de biotechnologie de Suez et je travaille dans le domaine de lutte biologique. Pour les bactéries productrices d'enzymes capables de dégrader les antibiotiques, les études ont montré que l'introduction directe des bactéries dans un milieu, ça entraîne un déséquilibre biologique de la flore microbienne. Oui, il y en a des études, effectivement. C'est pas moi qui l'ai montré. Quoi? Ce n'est pas moi qui ai montré qu'il y a un déséquilibre au niveau de la flore. Oui, effectivement. Elle peut avoir, par des compétences, ce ne sont pas des bactéries qui produisent des antibiotiques. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui produisent des antibiotiques qui peuvent, par compétition, tuer les autres bactéries. Non, je parle des antibiotiques qui sont rejetés par le secteur. Oui, j'ai compris votre explication, mais les bactéries que vous allez introduire pour produire des enzymes dégradantes pour ces antibiotiques, bien sûr, elles produisent aussi des métabolites secondaires, éventuellement des antibiotiques qui peuvent entraîner des déséquilibres au niveau du milieu. C'est ça ma question. Donc, est-ce que vous avez éventuellement effectué une recherche sur l'impact de l'introduction de ces bactéries ou non? L'introduction dans quoi? Dans le milieu aspiré, dans l'eau, c'est-à-dire. Dans tous les cas, ces bactéries elles existent déjà dans les sites contaminés. Oui. Donc ce sont des bactéries qui ont fait leur apparition naturellement. Donc pour nous, nous avons isolé une seule espèce que nous avons acclimatée. Donc après le traitement, nous avons une seule bactérie, une seule espèce autrement. Nous avons une seule espèce. Donc elle va dégrader ces antibiotiques. Peut-être elle va donner des métabolites. Moi je n'ai pas identifié, on n'a pas identifié les métabolites. Mais ce qui compte pour nous, que même si elle va produire des métabolites, ce qui compte, que ces métabolites ne sont pas plus toxiques que les molécules d'origine. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ces antibiotiques ne sont que des résidus pharmaceutiques. Donc ils sont déjà passés par les tests toxicologiques lors du développement de ces médicaments. Donc l'antibiotique lui-même n'est pas toxique. Mais le problème qu'on trouve un effet synergique. S'il y a par exemple plusieurs molécules en même temps, ou dans un rejet, on ne va pas trouver que les antibiotiques. On va trouver des résidus pharmaceutiques d'une façon générale, des hydrocarbures, des pesticides, des colorants, etc. Donc l'effet toxique, en fait, elle est engendrée par un consortium de ces molécules. C'est ce qu'on appelle un effet synergique ou un effet de potentialisation ou un effet somme. Mais la molécule en elle-même, l'antibiotique elle-même, elle n'est pas toxique. C'est déjà un médicament. Et dans tous les cas, ce qui compte pour nous, que nous avons réalisé les tests toxicologiques avant et après traitement. Si après traitement, donc il n'y a pas d'effet toxique, donc pour nous, on est satisfait. C'est bon. Donc, deuxième question, si vous me permettez. Pour la dernière partie, vous avez parlé d'un système d'épuration et vous avez indiqué l'utilisation d'une membrane biologique. C'est pas une membrane. Juste, je vais vous répondre. C'est comme on l'appelle membrane, c'est pas une membrane de filtration. C'est juste un support qui se développe naturellement. Si je prends par exemple du sable et je prends du gravier, etc., donc des couches qui sont donc il y a l'épaisseur, même l'épaisseur de la couche, elle peut intervenir par la suite. Lorsqu'il y a donc des rejets, par exemple de l'eau contenant de la matière organique, donc qui va avec une vitesse qui est très très faible à la surface donc, de ce système, il y a une matière organique facilement biodégradable. Donc il va avoir une contamination, et cette contamination qui va former cette barrière biologique. Donc ils vont se fixer au niveau de sable, et par la suite, ils vont avoir un effet bénéfique. Parce que tout d'abord, l'eau, lorsqu'il va passer, il va subir l'action des bactéries,
Oui, les métabolites ils vont s'infiltrer à travers les différentes couches et vont être retenus, que ce soit par absorption ou par filtration au niveau des couches des sables ou des châtons actifs. Donc ce n'est pas une membrane de filtration, mais c'est juste une barrière biologique. Ce sont des bactéries qui se fixent à la surface du sable. Merci. Allez, deuxième question. S'il vous plaît, la deuxième question. Merci, Ahmed Papa. Juste, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a quelques semaines, sur les médias, on a parlé de vous. Et on sait que la Tunisie, on est un pays exportateur de produits de la mer. Maintenant, nous sommes en train de manger du congelé et de l'élevage, des poissons de l'élevage. Sur les poissons de l'élevage, il y a des industriels qui élèvent des poissons qui cherchent la rentabilité, qui s'en foutent de la qualité que l'on donne. Donc, paraît-il, vous avez fait des études, je vous ai suivi, j'ai de la chance de vous chercher. Et ce matin, j'étais marqué. Donc, j'aime avoir une précision sur ce domaine. Et vous avez le soutien des écologistes en Tunisie. On n'a pas beaucoup parlé de tout à Tunis, et seulement les scientifiques. Voilà, donc je peux vous répondre sur cette question que je n'ai jamais travaillé sur les poissons. Je n'ai jamais pas les poissons. Je travaille sur les plantes. Voilà, je travaille sur dans les loges par choix. Ils peuvent, non, ces antibiotiques. Lorsque nous avons fait les diagnostics, les analyses, à l'entrée, tout d'abord, les analyses au niveau des côtes. Nous avons détecté des quantités, par exemple, le chloramphénicol, c'est interdit depuis 1994, on a trouvé à 15 600 nanogrammes par litre dans certaines zones. Après, donc, nous avons soupçonné, nous avons pensé que ces antibiotiques, ils proviennent des hôpitaux, l'utilisation urbaine, et là, nous sommes orientés vers les stations d'épilation. Donc, nous avons fait des analyses au niveau des stations d'épilation à l'entrée et à la sortie, en hiver, en été. Nous avons trouvé ces antibiotiques, mais à quantité plus faible que celle des antibiotiques dans le corps. Et dans certains sites, c'est pas dans les entretiens toute la Tunisie, donc on a travaillé sur quelques sites. Mais personnellement, ni l'équipe que je dirige, on n'a pas travaillé sur les poissons. Donc on n'est pas allé chercher, si vous voulez, que dans les poissons. Moi je travaille uniquement sur les entretiens. Autrement, lorsque, par exemple, même le ministère de la Santé, c'est elle qui a interdit 12 plages pour les baignades. Ce n'est pas moi. Il y a 12 plages qui ont été interdites pour les baignades cette année à cause de la pollution. Donc ce qu'on a fait nous, et notre équipe, on a identifié ce type de polluants qui existent. C'est dû à quoi? Où est le problème? Parce qu'il y a eu une polémique très... Oui, mais je ne peux pas refaire une polémique. Là, s'il y a des éclaircissements... Ce qui est demandé des équipes de recherche, c'est juste un diagnostic et dire voilà, au niveau de certains sites, il existe tel ou tel contaminant. Après, ce n'est pas dans mon affaire de dire... Mais à la télévision, on a doté à vos recherches, monsieur. À la télévision, on a doté à vos recherches. Non, j'ai les spectres, regardez ici. C'est pourquoi moi j'ai fait exprès pour montrer ces spectres d'LCMS. Et ce sont des analyses qui ont été faites dans des laboratoires spécialisés à Bruxelles, spécialisés dans la détection des antibiotiques. Et avec une technique. Voilà. Si ce sont des spectres de chloramphénicol, les babsons, etc., dans mon style. Donc, à part ça, je ne peux pas. Ces spectres, on ne peut pas faire à la main. Donc ça existe là où il y a les cages de l'élevage de poissons. Oula. Bon, il y a une autre question. Jamil. Ah, c'est Jamil. Tout d'abord, Monsieur le Mansour, je vous félicite pour cette conférence fort intéressante. Mon intervention concerne le volet biosurveillance. Vous vous êtes basé sur deux modèles biologiques, à savoir la moule Mytilus galloprovincialis et la balourde Veneribis necusatus. Et à mon sens, la différence du comportement vis-à-vis des contaminants
réside essentiellement dans le mode de vie de ces deux espèces. D'abord, vous avez la moule qui est une espèce fixée, l'orque pour la palourde, vous avez une espèce qui est vagie et également endogée. Alors que pour la moule, elle est donc liée à la surface, elle est fixée, etc. Et pour comparer ce qui est comparable, il vaut mieux doser le contaminant, que ce soit donc, par exemple métaux lourds ou autres, au niveau du même organe. C'est-à-dire, il faut faire rapport, parce que vous savez que la bioaccumulation, elle diffère selon les organes. Si vous vous intéressez aux bronchies ou à des hépatopancréas, etc., vous allez sûrement trouver des valeurs différentes. Donc, si vous avez dosé un contaminant au niveau des bronchies pour la moule, il faut faire la même chose pour la palourde. Voilà. Très bien, donc c'est une bonne remarque, c'est ça qu'on est en train, en fait, les résultats que j'ai montrés ont été faits après 6 mois ou 7 mois, donc ce sont des études préliminaires. Mais maintenant, nous avons beaucoup affiné donc, ces travaux, si vous êtes d'accord, donc on peut collaborer ensemble, et donc on est en train donc, de comparer les mêmes organes et la même façon d'exposition également, parce que parfois, donc, on le met, vous savez très bien que les tapes, généralement, ils détectent ce qui est dans les sédiments. Maintenant, il va faire un parallèle entre l'effet ou l'intensité de la toxicité avec la concentration des polluants qui existent. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Et là, je donne la main à tous ceux ou celles qui veulent collaborer. Donc, on est prêt pour toute collaboration, si vous permettez. Merci. Suivante, s'il vous plaît. Alors, peut-être c'est la dernière remarque. Donc, je me demande. Vous présentez, s'il vous plaît, madame. Voilà, le rôle féminin dans le texte de laboratoire analyse, traitement et valorisation des polluants par des pharmacies monastiques. Voilà, donc j'ai bien voulu intervenir pour la bactérie que vous avez choisie, peut-être c'est Pseudomonas bifida, pour essayer donc de dégrader les antibiotiques. Donc si on utilise cette touche à grande échelle, il faut faire plus attention pour la bien analyser. Parce que si une bactérie arrive à dégrader un zoonobiotique tel que antibiotique à l'extérieur, c'est qu'elle pourrait renfermer du plasmide. C'est ça. Et généralement, les gènes de biotilisation sont localisés au niveau du plasmide, c'est-à-dire un ADN qui est transmissible. Un ADN qui est transmissible. C'est un plasmide qui est très très stable, c'est PWO, et c'est lui qui exprime les oxygénases. Un, deux catégories d'oxygénase, ou deux, trois catégories d'oxygénase. Il y a toujours possibilité de transmission de ce plasmide et il deviendra très dangereux pour les hommes. Déjà, la résistance qui a été encadrée par les bactéries, c'est grâce à un transfert de matériel génétique. Donc, grâce à des plasmides. Mais bon, une fois que les bactéries n'ont pas besoin de ces plasmides, donc ils vont l'éjecter. Même après l'opération de ces bactéries, c'est utilisé. Si vous passez à l'échelle de l'agriculture intensive au niveau du volaille ou bien du poisson, cette bactérie pourrait se transmettre dans les intestins et par la suite. Alors, et puis, on s'est dit attends, elle va libérer ces plastiques. Ils seront un jour libérés. Donc, dans une condition, c'est dangereux. Il faut essayer d'éviter ces genres de bactéries avec plastique. Voilà, autre chose. Alors, ces antibiotiques qui sont fréquents dans l'environnement marin, j'ai refait la même remarque que celle que je vous ai déjà faite. Pour l'origine de ces antibiotiques, il est certain, je suis certaine, qu'ils peuvent avoir une origine autre que, avec ce que j'en suppose, ils peuvent être d'origine bactérienne. Et les bactéries du milieu marin produisent énormément d'antibiotiques. Vous avez Bacillus megatherium, Bacillus subtilis, ils produisent des antibiotiques. Pourquoi on a pensé à ces bactéries-là qui peuvent être productrices d'antibiotiques dans l'environnement marin? Ou bien encore, je vous dis que l'indigo, la molécule de l'indigo, c'est peut-être qu'elle peut être transformée pour donner des antibiotiques. Un chimiste m'a dit c'est une grande richesse d'avoir une bactérie qui vous dégrade en 2 molécules. Celle-là, c'est intéressant. On va voir si elle donne des antibiotiques. Donc, pensez à ces 2 sources d'antibiotiques. Et j'aime bien peut-être essayer avec les étudiants encore de contrôler la dégradation des polluants textiles pour donner des antibiotiques ou bien l'acide de bactéries. Déjà, nous avons fait plein de bactéries à effet antibactérien pour le milieu marin. Nous avons des très nombreuses touches. Et ça peut confirmer ce que vous avez dit et expliquer. Merci.
D'autres questions? À l'échelle industrielle, lors du dessalement de l'eau de mer par osmose inverse, en utilisant des membranes en polyamide, on a remarqué, malgré un bon pré-traitement et filtration, présence de micro-organismes et augmentation de perte de charge au niveau des pics de pression. Quelle solution préconisez-vous pour ce phénomène? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez expliquer la question? Les infections fait partie généralement des traitements tertiaires. Donc il y a plusieurs techniques pour la désinfection, mais pour une utilisation même à l'échelle industrielle, parce qu'on ne peut pas comparer, je peux faire par exemple une expérience à l'échelle laboratoire, mais par contre à l'échelle industrielle, peut-être soit polluant, soit qu'on ne va pas fonctionner, etc. Mais ce que je sais que Mme Mahrouf travaille sur le probiotique, et avec une quantité minime, par exemple des bactéries, elle peut éliminer les autres micro-organismes. Donc elle peut diminuer la charge de ces micro-organismes. Est-ce qu'on peut essayer ça à l'échelle pilote? Est-ce que vous avez essayé ça à l'échelle pilote? Ou même laboratoire? Elle a essayé à l'échelle laboratoire, mais pas à l'échelle pilote. Pour l'eau de mer? Oui, pour l'eau de mer. Elle utilise dans l'aquaculture, je pense. C'est pour remplacer les antibiotiques par des bactéries probiotiques. Vous savez que le produit de l'extérieur est trop cher et on cherche surtout la valorisation de quelque chose. Vous savez que le monde asiatique maintenant il est avancé dans les recherches où il valorise même les déchets. Voilà. Madame Mohamed Ben Saleh, le Binar. Je vous remercie d'abord pour la qualité de la présentation. Ensuite également aussi pour l'importance des travaux que vous êtes en train d'effectuer qui à mon sens à long terme vont contribuer à long terme à l'amélioration de la qualité de vie de beaucoup de Tunisiens. Par rapport aux travaux que vous avez effectués sur les techniques de traitement des eaux usées, il y a différentes techniques nouvelles comme la coagulation, floculation, usage de polymères, etc., l'électrocoagulation. Mais en fait, vous l'avez également bien souligné, en fait, ce sont des conditions de travail en laboratoire. Vous l'avez souligné. Et vous avez dit aussi également que pour le passage au système industriel, vous avez déjà commencé à travailler sur des biorécepteurs, je pense. Vous avez parlé d'un volume de 50 litres. Uniquement biologique. D'accord. Mais c'est un travail de 50 litres à peu près à 3 mètres cubes. Mais vous savez comme moi qu'en fait nous avons Voilà, exactement. C'est juste à 50. Exactement. Pensez-vous qu'en fait, à moyen ou à long terme, peut-on un jour aboutir à réaliser, à pouvoir traiter en fait ces millions de mètres cubes qui correspondent à 123 centres de traitement qui existent en Tunisie? Non, dans tous les cas, comme je vous ai montré le fonctionnement de l'estation d'intégration, l'intervention de recherche que l'équipe a fait, elle peut toucher uniquement le traitement secondaire, c'est-à-dire tout ce qui est pré-traitement, traitement primaire et non le traitement tertiaire, ça ne concerne pas. Ce sont des types de traitements physico-chimiques ou de traitements chimiques. Donc on intervient au niveau des stations qu'au niveau des traitements secondaires. Ça, c'est d'une part. D'autre part, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de prendre du bout activé à partir des stations elles-mêmes, d'autoclaver ces bouts pour l'élimination des micro-organismes qui existent et mettre notre consortium. Et après, le remettre au niveau des stations pour voir s'ils sont plus ou moins efficaces que les bouts qui existent. Et dans ce cas, si elle marche, normalement, si elle marche, on peut le substituer par des techniques conventionnelles qui existent maintenant et c'est plus facile. Surtout, il est plus facile
et elles n'engendrent pas par la suite une contamination microbiologique. Parce que les boues qu'on utilise aujourd'hui, la majorité des cas, on ne connaît pas même la composition. Parfois, elles contiennent des micro-organismes qui sont pathogènes, parfois même des virus ou des champignons, etc. Et si nous-mêmes, on va construire et fabriquer cette boue, à ce moment-là, on sait très bien qu'il s'agit des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes, et même ils sont par la suite déchargés dans l'environnement et ne posent pas de problème de contamination. Je vous remercie énormément pour cette quantité d'informations. On était complètement bombardés par les informations et par les techniques utilisées. Donc, franchement, je vous remercie énormément. Juste une petite question. Est-ce que vous travaillez essentiellement sur les antibiotiques? Parce qu'en fait, moi j'ai apprécié ça parce que moi je travaille sur tout ce qui est agroalimentaire, donc tout ce qui est haute consommation humaine ou aliments. Voilà. Parce que les résidus d'hormones aussi sont très intéressantes. On va détecter des hormones. Effectivement. Parce que maintenant, des métabloquants et des hormones de croissance. Exactement. Et ce qui m'a attiré juste l'attention, c'est les antibiotiques. Effectivement. Parce surtout que le chloramphénicol. la quantité. Surtout le chloramphénicol qui est cancérigène et ce qui est comme cancérigène. Effectivement. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Alors, moi, je termine par une question d'un non spécialiste. Alors, on commence à parler maintenant Monsieur le Président. Juste une courte intervention concernant la technique du championnat génétique d'analyse. Je vous encourage pour faire une coopération avec les laboratoires qui travaillent sur ce qui est en recherche également des financements pour pourquoi pas donner de confiance au laboratoire en Tunisie qui peut faire des systèmes d'analyse et d'échantillonnage. Donc on a beaucoup de compétences ici en Tunisie, donc on peut faire. Je rappelle l'année dernière donc, un collègue qui travaille dans un laboratoire de biologie à Saks m'a dit qu'ils ont acheté un système d'analyse, un système juste, il fait des mesures de température, d'humidité dans les espaces d'études. Voilà, donc il m'a dit qu'ils l'ont acheté avec 30 millions. J'ai lui dit qu'on peut le faire en Tunisie avec au max 1 million. Donc pourquoi pas donner des confiances. Juste j'attire votre attention sur le réacteur qu'on a fabriqué ici, c'est à côté à peu près 1100 dinars. Ici, on l'achète tel qu'elle est, il coûte à peu près 35 000 dinars. Donc déjà, on a gagné une somme qui est importante. Ça, c'est d'une part. D'autre part, tout ce qui est paramètres physico-chimiques, l'addition, l'addition, matière en suspension, ce sont des paramètres, la vérité, qui sont des paramètres faciles à réaliser. Et donc, lorsque je vois que ce sont des agences qui font partie de l'État et qui donnent vraiment une somme, des enveloppes qui sont très importantes, juste pour quelques analyses qui sont faciles à réaliser, on peut dire que nous, les laboratoires de recherche, on peut les faire s'ils peuvent nous financer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, je pose une question de mon spécialiste du domaine. On commence à parler maintenant en Europe de la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques. Alors, à certains antibiotiques, bien entendu. Est-ce qu'il y a une relation entre l'existence de ces bactéries, de ces antibiotiques dans l'eau potable et la résistance aux antibiotiques? Bien sûr. La résistance aux antibiotiques, donc, l'origine ou la cause principale, c'est la présence de ces antibiotiques. Que ce soit les antibiotiques qui sont déchargés par n'importe quel secteur, d'une part, ou comme l'a dit Mme Lafouk, lors d'une compétition microbienne, donc il y a, je prends n'importe quel exemple, le compostage par exemple. Si je prends le compostage, la fabrication ou la production du compost. La quatrième étape, liée à la phase de ventilisation, c'est la production des antibiotiques pour l'élimination de tous les micro-organismes qui sont pathogènes. Production par quoi? Par les micro-organismes elles-mêmes. Donc ils vont entrer en compétition et le plus fort qui va gagner, donc qui va rester en vie. Donc en compétition, c'est ceux qui vont se battre, mais juste ils vont exploiter les antibiotiques. Et dans tous les cas, les antibiotiques qui ont été fabriqués, la majorité des antibiotiques à partir des bactéries alimentaires.
déjeuner Cherpi, c'est-à-dire on va manger. Ça va, bon. Alors on va distinguer. Donc, on veut remercier la qualité d'exposé. C'est un exposé extraordinaire, complet. Je rappelle, c'est un écrit dans ce petit souvenir en guise de remerciement. Merci donc encore une fois, monsieur Mansour, pour cette conférence. Alors, le comité d'organisation, j'invite à un déjeuner purement cher, 100% cher, dans la lieu où va se dérouler ce déjeuner, il y a deux tentes, une tente qui porte notre emblème, c'est-à-dire l'olivier, et l'autre tente va vous exposer les plantes médicinales. Voilà, on se revoit cet après-midi à 14h. Merci beaucoup pour l'assistance.